On continue avec Emmanuel Mahé, qui est donc le directeur de la recherche de l'ENSAD, et qui est également chercheur en sciences de l'information et de la communication, et qui va nous donner une autre perspective, qui est celle des changements sociétaux et de l'innovation par rapport au bioart. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être présents. Juste un petit mot d'introduction, il y en a eu beaucoup, donc je vais pas en rajouter. Simplement pour dire d'où je parle, en fait. Alors effectivement, je suis directeur de la recherche de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Je suis chercheur associé aussi à Decalab, et je pense que c'est intéressant de dire, juste en introduction, que les chercheurs, notamment en sciences humaines, ce qui est mon cas, parce que je suis en sciences de l'information et de la communication, ont des choses à dire aussi sur le bioart, alors que ce n'est pas nécessairement ma spécialité, parce qu'en fait, il est toujours intéressant de croiser en fait les disciplines et d'avoir un regard extérieur sur cette scène artistique, mais aussi sur cette scène scientifique. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, par rapport à mes deux fonctions, ce qui me semble aussi important à dire, et notamment dans la configuration locale, en fait, là où on est situé à l'ESPCI, on fait partie d'un territoire qui s'appelle Paris Sciences et Lettres, où il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles scientifiques, mais aussi une école de design et d'art. Et cet ensemble, en fait, d'écoles est en train de se construire une sorte de campus, un nouveau campus, où des relations entre artistes, ingénieurs et scientifiques se mettent en place. On le verra notamment avec Lia Géraud, qui est une des doctorantes d'un nouveau programme doctoral Sciences, Arts, Création et Recherche, et ses co-directeurs scientifiques sont présents. Donc il y a une culture locale qui est en train de se mettre en place, et à cela s'ajoute, et c'est pour ça que je voulais préciser le rôle de Decalab et ma fonction au sein de Decalab. Évidemment, on est dans un univers d'ingénierie et de sciences où on a l'habitude de monter des startups et des entreprises. Et je pense que du côté des sciences humaines et du côté artistique aussi, notamment en France, on n'a pas assez l'occasion de créer les conditions d'émergence de ces startups. Et on a un rôle à jouer en tant que Decalab. Moi, je suis fier d'être à la fois dans le monde académique et dans le monde de l'entreprise, puisque je viens notamment des Orange Labs, et qu'il y a là en fait une relation entre entreprise, science et art qui est un élément qu'on devrait développer beaucoup plus. Alors, contrairement à Annick, moi je vais faire une présentation qui est beaucoup plus large. J'ai absolument pas la prétention de vous dire quelles seraient les mutations de la société en fonction des évolutions biologiques, mais je vais simplement en fait vous présenter un certain nombre de pistes qui me semblent intéressantes. Je commence par une image qui est un peu banale, qu'on peut retrouver sur Internet de manière assez facile, hein, en tapant quelques mots-clés. Ça n'a pas valu une grande recherche iconographique, mais ça me semble intéressant parce qu'en fait, cette image montre deux choses. C'est que d'une part, en fait, il est question de biologie, alors qu'il n'y a pas nécessairement de science biologique derrière cette image, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas d'expérimentation. Il est question aussi de numérique, donc de nouvelles technologies, notamment de technologies de l'information et de la communication, et qu'on est là dans un imaginaire qui combine à la fois la biologie, le rapport à soi et l'identité à soi, et aussi donc cet aspect à la fois presque bio-art, mais évidemment c'est pas une présentation artistique en tant que telle. Il y a donc un imaginaire qui est constitutif aujourd'hui de notre société, qui combine des éléments qu'on séparait autrefois. Parce que cette image pouvait choquer il y a encore quelques années, et finalement là c'est plutôt de l'ordre de la blague, et elle fait sourire. Mais elle dit beaucoup en fait sur la manière dont l'imaginaire progresse. J'ai repris un des exemples qu'a mentionné Annick tout à l'heure, parce que ça me semble intéressant de montrer évidemment, et on le verra tout au long de cette journée, que les artistes ont un rôle, et les designers notamment ont un rôle très spécifique à jouer, à la fois en termes de critique, mais aussi en termes de co-construction d'un nouvel imaginaire, et essayer de le déplacer et de créer de nouveaux percepts, de nouveaux concepts, de nouvelles fonctions, pour inventer non pas une société qui serait meilleure, non pas une société qui serait pire, mais simplement une société qui est autre. Et contrairement à ce que disait, pas contrairement, mais en tous les cas en complément à ce que disait Annick, effectivement il y a deux façons de faire l'histoire. Il y a une façon qui est basée sur, comme disait Michel Foucault, l'histoire à pente douce. Et effectivement, Annick a raison, ça fait des milliers d'années qu'on travaille avec la nature, et ça fait des milliers d'années, d'une certaine manière, qu'on intervient dans le domaine de la biologie, dans le vivant. Et qu'il y a une interaction effectivement très très forte entre le vivant, entre la nature et la culture, mais aussi entre les êtres humains et donc par exemple les animaux ou tous les aspects qui peuvent nous paraître étrangers. Donc ça c'est une première piste, une histoire à pente douce, donc c'est-à-dire en fait une histoire où on peut remonter aux origines de l'homme d'une certaine manière, et on peut montrer comme ça montrer qu'il y a une lente évolution qui certes s'accélère aujourd'hui mais qui s'inscrit dans cette évolution. Mais on verra notamment que ce n'est pas nécessairement
simplement une évolution linéaire. Il y a des changements sociétaux radicaux. Et on le verra tout à l'heure, en fait, il y a eu un changement très très fort à la fin du XVIIIe siècle, où la notion de vie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est apparue. La notion de mort, telle qu'on l'entend, est apparue à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui veut dire que cette notion qui nous paraît naturelle et qui nous paraît banale, la notion de vie, la notion de mort, qui nous paraît de toute éternité, est en fait une construction philosophique, scientifique, qui est récente, qui date donc du XVIIIe siècle. Et si c'est une construction récente, ça veut dire que d'une certaine manière, elle est mortelle, et qu'on est en train de changer de concept de vie, on est en train de changer de notion de vie, de pratique de relation à la mort, et qu'on est peut-être à cet instant de basculement. Les quelques exemples que je fais défiler dernier mois montrent qu'il y a un impact très très fort dans la société sur les nouvelles relations qui s'établissent entre le contrôle par la biologie, là on va voir par exemple dans les aéroports, on le sait tous, avec tous les aspects biométriques, et qu'il y a une forme, en reprenant le terme à Michel Foucault, de biopouvoir, de biopolitique, une régulation, un contrôle des corps qui passe par l'analyse et par une certaine forme de métrique. Et la biologie, pas en tant que science, mais en tant qu'ingénierie, est présente aussi dans la vie de tous les jours et participe à cette évolution. Il y a aussi des pratiques artistiques qui ne sont pas nécessairement critiques et qui vont chercher d'autres voies, d'autres types de création sans forcément avoir une relation critique en fait à ce qui est en train de se passer. Mais par exemple, Léa Giraud, on le verra tout à l'heure dans son cas d'étude, qui est la doctorante que je citais tout à l'heure, invente un nouveau type d'image, ce qu'elle appelle les images vivantes, et elle a beaucoup progressé dans le cadre de son doctorat. Il y a là aussi des choses à imaginer et à voir. Alors, ce que je vous propose, c'est un outil conceptuel qui peut paraître un peu rébarbatif. Je vais le présenter de manière assez simple. Michel Foucault, qui est un philosophe que tout le monde connaît, a été en fait en lien assez direct de manière conceptuelle avec Gilles Deleuze. Et Gilles Deleuze a écrit un livre dans les années 80, après la mort de Michel Foucault, en 1984, il est mort, il a écrit ce livre en 1986, où en fait, il décrit Michel Foucault comme un nouveau cartographe. Alors, Michel Foucault, c'est déjà les années 60, déjà les années 70, mais il me semble quand même intéressant de voir ce que proposait Gilles Deleuze en fonction de cette nouvelle géographie foucaldienne. Et il a dessiné ce schéma. Alors, ce schéma, d'ailleurs, on peut l'interpréter de différentes manières, mais c'est un schéma, en fait, qui résume ce qu'il appelle le diagramme du diagramme de Michel Foucault. C'est-à-dire que c'est l'appareillage conceptuel de Michel Foucault, dans lequel, en fait, il y a une répartition entre, d'un côté, le régime des savoirs, le régime des énoncés. C'est là où se fabriquent les sciences, c'est là où se fabriquent les sciences humaines, c'est là où se fabrique la philosophie. Et d'un autre côté, il y a un régime parallèle qui est distinct, mais qui est coémergent. C'est le régime de la visibilité, la distribution du visible, mais aussi la fabrication de nouveaux milieux et de nouveaux dispositifs, et notamment les technologies. Et l'interaction des deux, l'interaction de ces deux types de régimes, régime des énoncés d'un côté et régime de visibilité de l'autre, crée les conditions d'apparition d'un processus de subjectivation. En clair, la notion d'être humain, la notion d'individu telle qu'on peut la vivre aujourd'hui, est elle aussi le résultat d'une interaction entre ces deux régimes énoncés, scientifiques, et de visibilité. Et la notion d'individu, la notion d'être humain, qui nous paraît elle aussi être éternelle dans cette perspective de la longue continuité que j'évoquais tout à l'heure, quand on est dans une perspective historique de rupture, on s'aperçoit, notamment avec Michel Foucault, que la notion d'être humain, la notion d'individu, est une invention de la fin du XVIIIe siècle aussi, et qu'elle a coémergé avec l'apparition des sciences humaines, et les sciences humaines qui ont constitué comme objet d'étude le sujet humain. Et si on dit que l'être humain et l'individu est une invention du XVIIIe et du XIXe siècle, qui perdure aujourd'hui, on ne s'en souvient pas nécessairement parce qu'on l'a naturalisé, on l'a incorporé, ça nous paraît quelque chose de naturel. En réalité, c'est une construction conceptuelle. Et si c'est une construction conceptuelle, ça veut dire évidemment qu'il y a une forme de mortalité de ces concepts. Et aujourd'hui, notamment par le biais du bioart, on a là un terrain extrêmement intéressant qui nous permet de voir, de discerner, de rendre visibles ces évolutions. On a tendance, quand on parle de science et d'art, à opposer parfois des imaginaires différents.
Je fais un détour très très rapide sur le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'apparition notamment des télécommunications avec le télégraphe. Et quand on dit ça, on dit c'est l'avènement, en fait, l'émergence de la rationalité qui a gagné contre les anciennes formes de croyances, notamment les fantômes. Quand on fait un peu d'histoire des technologies et qu'on met en relation l'apparition du télégraphe et la croyance en les fantômes, on s'aperçoit que les deux se renforcent l'un l'autre. C'est parce qu'en fait, les gens ne croyaient pas au fait de télécommuniquer avec des gens à distance. Ils ont vu que c'était possible par le biais du télégraphe. Comme il y a une forme d'efficacité technoscientifique qui montre l'impossible, ils se sont dit, mais alors si on peut discuter avec quelqu'un qui se trouve sur un autre continent, il y a forcément une possibilité pour qu'on discute avec les fantômes et les morts. Et ont coémergé des systèmes, des régimes de code qu'on oppose parfois, parce que d'un côté il y a l'aspect technique et de l'autre côté il y a l'aspect imaginaire, qui sont en réalité presque, non pas similaires, mais à mettre en écho, et notamment la vogue des tables tournantes au XIXe siècle est apparue grâce ou à cause du télégraphe, ce qui peut paraître quelque chose d'assez incroyable, et qu'il y a une forme de codage de relations avec les morts, de codage de relations avec les personnes humaines à distance, le Morse en l'occurrence, qui n'est pas similaire, mais en tous les cas qui a ceci de similaire, que ce sont des codes. Aujourd'hui, on peut aussi faire le lien avec des choses qui sont déjà anciennes, notamment la question des chimères. Quand on pense aux anciennes chimères, évidemment, on a la meilleure relation aujourd'hui avec les manipulations, notamment génétiques, et Annick Bureau a évoqué un certain nombre d'exemples où on peut effectivement remettre en question la notion d'être humain, remettre en question la question de l'animal, mais remettre en question aussi la différence ou la distinction entre la vie et la mort, et on peut arriver comme ça à des illustrations, ou parfois des expérimentations in vivo, qui sont très fortes, très critiques et qui nous interrogent. Mais finalement, ce qui devrait nous interroger le plus, c'est que nos corps qui ne changent pas, apparemment, ce sont eux qui changent. C'est-à-dire que la rupture épistémique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le basculement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui nous est montré, opéré par le bioart, devrait nous dire aussi que même si on voit que ça ne bouge pas, même si on se sent identique, en réalité, c'est là que les mutations sont en train de s'opérer de manière forte. Alors, je vais être obligé de passer un peu rapidement sur Michel Foucault, je l'ai évoqué en l'occurrence, et j'ai évoqué le terme de biopouvoir. Et le terme de biopouvoir est intéressant aujourd'hui, même s'il a été inventé dans les années 70 par Michel Foucault, et qu'il s'appuyait sur une étude du XIXe siècle, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait nous permettre, d'un point de vue conceptuel, à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je passe un tout petit peu rapidement sur les quelques exemples, parce qu'on en verra beaucoup, et notamment sur des exemples qui interrogent beaucoup la notion d'identité et qui passent par exemple par ce découpage, enfin ce boulage et ce découpage des visages, qui nous montrent que la figure, l'être humain, est en train de se transformer, et il se transforme aussi par le biais évidemment des technologies, ce qui est le cas là par exemple de tous les systèmes de captation, de scanners 3D, là ça avait été réutilisé par en fait un clip notamment de Radiohead, où on voit cette image spectaculaire du visage en train de se décomposer, et c'est un peu comme le visage de sable dont parlait Michel Foucault dans Les mots et les choses en 1966, où il disait ce visage de sable qui nous semble éternel parce que c'est notre visage humain et l'humanisme qu'on veut garder, en fait cet humanisme-là est une création récente. Et elle est en train de disparaître. Ça veut dire qu'on doit inventer un nouveau type d'humanisme, et c'est ce visage-là qui est en train de disparaître et se dissoudre. Alors évidemment, dans la société, y compris les applications qui sont là pour nous sécuriser, les applications qui sont là non pas pour nous structurer, mais pour garder notre identité et par exemple notre santé, participent elles aussi à une forme de biopouvoir. Je vais simplement avancer un peu plus vite parce que je suis un peu en retard sur Gilles Deleuze. Évidemment, je l'ai évoqué juste tout à l'heure, Gilles Deleuze, il y a des choses intéressantes parce qu'il parle notamment de cette mutation de l'individuel au individuel. L'individu indivisible devient individu divisible. On devient une base de données. Dans le biologique et dans les sciences biologiques, on peut s'apercevoir aussi, dans ce cas qui est très connu, j'ai pris un cas connu et presque parfois déformé, caricatural, je le fais pour partie, Henrietta, qui est morte d'un cancer en 1951, à son insu d'ailleurs, il y a une culture de cellules qui a été cultivée. Aujourd'hui, elle continue à exister d'une certaine manière, Henrietta, non pas en tant qu'être humaine, mais en tant que culture de ces cellules. Et donc là, il y a une forme de subjectivation nouvelle. Henrietta est présente,
alors qu'elle ne l'est plus, et elle est présente en fait par le biais d'expérimentations biologiques, et là, elle est devenue d'une certaine manière une banque de données. Elle est devenue un individu, mais bien entendu, elle n'existe plus, elle n'est plus parmi nous. Alors voilà, il y a un certain nombre d'artistes, je ne vais pas pouvoir évoquer ça de manière précise, qui travaillent sur, non pas la déstructuration de l'individu, mais en tous les cas de nouvelles formes de figuration. Là, on n'est pas dans le bioart, hein, c'est la collecte de données. La collecte de données qui figure en fait et qui représente le corps de l'artiste et de son activité, sans technologie, c'est simplement subjectif, et qui joue en fait sur ces aspects de représentation de données qui sont multiples dans le domaine de l'art aujourd'hui. Et les théories aujourd'hui, je vais finir par là, les théories et les théoriciens ont des choses non seulement à nous dire sur ce qui se passe, mais ils participent eux aussi à cette déconstruction et à ce basculement. Bruno Latour, qui est un philosophe qui a co-inventé notamment la théorie des acteurs réseau à partir du début des années 80, mais qui s'inspire de Tarde, qui date du début du XXe siècle, lui aussi en fait réintroduit dans la sociologie la notion d'objet. Il disait que finalement la sociologie classique est une sociologie sans objet, c'est-à-dire c'est elle, souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a constitué le sujet humain au XIXe siècle. C'est d'elle notamment qu'il y a une forme de subjectivation par l'objectivation scientifique, la sociologie. Et d'une certaine manière, on a évacué le monde des objets, le monde de la technique. Le monde de la technique revient dans la sociologie, non pas comme instrument, mais comme méthode scientifique en tant que telle. Et il me semble intéressant d'aller voir aussi de ce côté-là. Il y a un certain nombre d'artistes qui travaillent sur la notion de réseau, et là je finirai vraiment par cet exemple, notamment les champignons. Je ne suis absolument pas spécialiste champignons, et là j'ai repris simplement un documentaire qui est passé il y a peu de temps sur Arte, qui est absolument remarquable, et où on voyait d'ailleurs un chercheur d'Oxford qui en fait a pris la carte de la Grande-Bretagne, a placé, je crois, des flocons d'avoine qui étaient infectés, j'allais dire, mais dans lequel on a isolé des champignons, et en fait il a placé ça sur la carte, et on s'aperçoit qu'en 48 heures, ces champignons progressent. Et la progression de ces champignons, en fait, progressivement, en 48 heures, ont réalisé l'équivalent du réseau ferroviaire de la Grande-Bretagne, qui s'est constitué pendant plus de 100 ans. Ce que ça nous dit, en fait, c'est qu'il y a des nouveaux réseaux qui viennent de la biologie, donc ça peut être du biomimétisme en l'occurrence, mais pas uniquement, qui peuvent nous faire évoluer dans différents domaines, pas celui du vivant uniquement, mais aussi celui, par exemple, des réseaux ferrés, mais aussi des réseaux de télécommunications, où, là en l'occurrence, les champignons sont en train d'inventer des nouveaux types de réseaux, et les chercheurs d'Oxford et beaucoup d'autres sur la planète essayent de transformer ça en équations, pour voir si ces équations ne pouvaient pas nous inventer un nouveau diagramme, une nouvelle cartographie, qui serait opérante à la fois dans la vie de tous les jours, dans le domaine des voies ferrées, mais aussi dans le domaine des télécommunications, mais aussi dans le domaine plus large du réseau des humains. Et vous voyez qu'en fait, je passe simplement parce qu'il faut que je conclue, j'étais un tout petit peu trop long, ces expérimentations à la fois biologiques, donc là on voit un réseau en fait qui est en train de champignons qui est en train d'être analysé pour voir comment il se met en place. J'ai pris cette image finale, c'est le biologiste, un des biologistes d'Oxford, qui ferme les yeux, il a les mains avancées, et il nous dit voilà, ça c'est le champignon, qui est ni animal ni végétal, et ce champignon, on essaye de comprendre comment il opère à l'aveugle. Et il a un rapport au territoire qui ne passe pas par la visibilité, donc il n'y a pas que les caméras de vidéosurveillance, il y a aussi des systèmes nouveaux de contrôle des territoires, de contrôle des corps qui ne passent pas par la visibilité, et je trouvais que c'était intéressant que ce chercheur se mette dans la peau du champignon. Et que d'une certaine manière, il est dans la peau d'un champignon, d'un réseau de champignons, il est devenu presque rhizomique, et cette incorporation-là nous montre aussi que les scientifiques sont en train de préfigurer, comme les artistes, peut-être ce qui adviendra dans quelques années ou dans quelques décennies, et notamment ce qu'il appelait une intelligence fongique dans le réseau des hommes. Et l'idée, bon, je reprends, c'est un verbatim, et je finirai avec ça, réseau autogéré qui, sans aucune vision d'ensemble, arrive pourtant à trouver la bonne solution en réglant les problèmes localement. Nous pourrions utiliser ces règles pour concevoir d'autres types de réseaux. C'est un exemple parmi 1000 autres que les sciences, notamment dans le domaine de la biologie, peuvent avoir un impact sur la société et sur la manière dont on peut se représenter comme étant être humain dans l'espace, dans le temps qui est le nôtre, qui encore une fois est en train de basculer. Merci beaucoup.